Écoutez, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du CIDER. Donc aujourd'hui, on va parler de la mobilité électrique sous l'angle de la compétence du CIDER. Et donc, on va vous parler aussi de tout ce qui relève des véhicules électriques, vous informer un petit peu plus comment tout cela fonctionne. Donc, j'espère que vous me voyez. Est-ce qu'on a des retours Non. Réglage technique. Pourquoi vous m'entendiez? Il y a les petits pouces. Il y a les pouces, et bien alors on y va. Donc, l'équipe est constituée donc de Frédéric Moliteur et de Anna Fissoul qui sont chargés donc de mission sur les IRVE. Et donc, je vais vous faire un petit diaporama de présentation et puis ensuite vous poserez toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à noter. Voilà. Ah, je me suis trompé de touche. Donc, la prise de compétences. Donc, actuellement, donc, on a 79 communes qui ont transféré la compétence à la communauté de communes, plus 2 communautés de communes qui représentent 43 communes. Donc, on peut dire en tout, on a 112 communes qui ont déjà délégué la compétence au CIDER. Donc, on a déjà déployé beaucoup de bornes. Au début, essentiellement, c'était des bornes 22 kg. Alors, je vais prendre quand même mes fiches parce que ça me permet de voir... parce que si je pas d'oublier de vous dire certaines choses. Donc, au début, on en reparlera, mais on déployait plutôt des bornes 22 kg en courant alternatif. C'était un peu ce qu'on faisait historiquement et on verra que tout ça a beaucoup évolué. Et on essaiera de comprendre aussi pourquoi on développait des bornes 22 kg. On voit aussi que tout le secteur de l'accord n'était pas desservi à l'époque, simplement parce qu'eux, ils avaient la compétence, mais encore antérieurement, donc avec des bornes qui n'ont pas pu être reliés au réseau après, mais on est en train de redéployer, on a pris la compétence maintenant. Voilà, donc si je continue, après on a développé des bornes 24 kg, mais là c'est des bornes en courant continu, et on verra les différences qui existent entre ces bornes 22 et les bornes 24, les bornes alternatives et les bornes en courant continu. Après, on a commencé à déployer des bornes encore plus puissantes en 50 kg, et des bornes maintenant qu'on commence à déployer qui sont encore plus puissantes en 100 kg. Donc voilà à peu près actuellement le maillage. Alors il y a des bornes qui ne sont pas encore opérationnelles, mais qui ont été rajoutées, mais c'est à peu près le maillage qu'on a actuellement. Plus on est en train de déployer nos superchargeurs. Donc vous avez un bon maillage déjà du territoire. Donc les bornes historiques. Donc on avait à l'époque des bornes 22 kg. Alors pourquoi on déployait des bornes 22 kg? C'est surtout ce que j'ai compris. Bon, c'est une thèse. C'est que les OE, elles avaient été développées en 22 kg. Et donc, c'était quand même des bornes qui correspondaient bien, avec une prise en courant alternatif, c'est la prise T2. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, on pouvait donc sur ces bornes recharger alors un véhicule en 22 kg, mais s'il y en a 2 de branchés, on avait 2 fois 11 kg. Et le prix de la borne, 12 300 €. Après, on a commencé à développer des bornes beaucoup plus puissantes, des bornes en courant continu. Alors, ces bornes, elles ont d'autres, pour être en courant continu, on utilise la prise combo 2. Donc, c'est des prises qui sont maintenant la norme. Autrefois, on avait aussi des CHAdeMO. Bon, celles-là, on a tendance à les laisser un peu de côté maintenant. La norme va plus sur le combo 2 pour le courant continu. Donc ça, c'est, voilà, on explique un petit peu, et vous voyez que le prix n'est pas du tout le même. Et les puissances à souscrire ne sont pas du tout les mêmes non plus. Vous voyez que quand on est sur une 22 en courant alternatif, là, on a on est sur un compteur normal, alors que quand on est sur une bande puissante au-dessus, on est sur des tarifs jaunes, donc on n'a pas les mêmes prix d'abonnement, ce qui explique que les prix de recharge ne sont pas les mêmes. J'ai oublié de vous dire aussi que sur ces bornes, donc on a aussi toujours du 22 kg, toujours une prise type 2, la prise alternative, simplement parce qu'il y a aussi des véhicules hybrides qui peuvent venir se connecter, et eux, ils ne peuvent pas charger avec des prises en courant continu, ils ne les ont pas. C'est plutôt, là, c'est vraiment que sur les véhicules électriques qu'ils les ont. Voilà, je pense que vous avez tout dit. Et après, on va voir que le temps de charge reste toujours dépendant de la voiture.
Maintenant, on a un nouveau marché et on voit que toute la technologie évolue très vite, puisque maintenant, on a des bornes qui sont moins chères et qui sont, bien sûr, tout aussi performantes. Et notamment, on a au marché deux bornes qu'on a rentrées. Alors ça, c'est pour appréhender les besoins futurs. J'en parlerai quand je parlerai de la loi de l'homme. Mais vous avez des bornes maintenant qui sont sur Potelet ou qui pourront être sur moi. On va les tester parce qu'il faut aussi qu'elles soient, qu'on puisse les visualiser sur nos supervisions, qu'on puisse aussi payer, pas seulement avec la carte SIDER, mais avec la carte bleue simplement. Donc tout ça, ça va être en essai, mais on les a rentrés au marché. Actuellement, on utilise plutôt celle-là, donc qui est une bande 22, soit sur pied, soit murale, et c'est des prises, c'est des bornes qui sont quand même bien moins chères que ce qu'on avait avant en 22 kg. Je vais peut-être juste vous couper 2 secondes. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi un superchargeur, donc peut-être pour la compréhension. Alors, un superchargeur, c'est simplement une station de recharge où on aura beaucoup de prises de très haute puissance. Hein, voilà. Donc, on va l'aborder aussi plus tard, enfin, avec les bornes qui sont plus rapides, mais ça permettra d'arriver sur un lieu où on fait de l'itinérance, en fait. C'est des lieux d'itinérance où on charge en passant. Mais là, on s'arrête pour charger en repart. Donc, on va en parler plus tard aussi, mais on peut reposer la question si je n'ai pas été assez explicite. Donc, maintenant, on a rentré aussi d'autres bornes, donc toujours alors, en AC, donc courant alternatif, et en DC, courant continu, qui permettent de charger à 30 kg et qui sont bien moins chères que les bornes qu'on avait autrefois, puisqu'elles sont 3 fois moins chères presque. On a des bornes aussi, donc voilà, qui viennent. Ça, c'est toutes les bornes qu'on a rentrées maintenant au marché, et on verra comment on les déploie et pourquoi. Et puis on a aussi des bornes très puissantes maintenant qui commencent à. Mais vous voyez que les prix sont tout de suite montent très rapidement. Alors pourquoi on a différents types de bornes? Alors ce que je vous disais, c'est que la Zoé au départ, donc, elle chargeait à 22 kg et on voit que sur une borne 22 kg, en 2h42, alors, c'est sur des charges de 20 à 80 kg, à 80%, pardon, la batterie, 20 à 80% de la batterie. Au début, enfin, quand on charge, en général, on se limite toujours à 80%, sauf si on a vraiment le temps et qu'on laisse la voiture. Mais en général, quand on recharge pour repartir, on se limite à 80%. Simplement parce qu'il faut presque plus de temps de passer de 80 à 100% que de charger de 20 à 80%. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, ces Zoé, donc, elles chargeaient en 2h42 sur une autre borne qu'on avait initialement. Et par contre, s'il y en avait deux, ben, elles chargeaient en 5h24. Oui, c'est des abacs que j'ai pris, hein, ça dépend aussi des conditions, mais voilà. Par contre, sur une borne en courant continu, donc DC, ce qui est marqué DC, une borne en courant continu, elle chargeait bien sûr 2h44, ça correspondait à peu près à une borne en courant alternatif. Par contre, on voit que ce qui est marqué, d'ailleurs c'est marqué Clio, il y a une petite erreur, c'était bien la Zoé. Donc la Zoé, elle chargeait, vous voyez, sous la photo, on voit qu'elle charge en 22 en courant alternatif et en 50 en courant continu. Donc la Zoé, elle chargeait en 1h32, par contre, sur une borne en courant continu. Donc, ça, c'est important de bien différencier les deux. Courant alternatif, la borne T2. Courant continu, la borne qu'on a vue, le nom, c'est Combo. Hein, Combo. Maintenant, si vous prenez une voiture qui vient de sortir, elle va charger moins, on voit qu'elle charge en 11 en courant alternatif et elle charge en 100 en courant continu. Mais on voit qu'une nouvelle voiture, sur une borne de 11 kg, elle va charger en 2h12. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'elle charge aussi vite que la Zoé en 22. Donc, vous voyez, la progression technologique fait qu'on charge en 2 fois moins de temps déjà au moment des Zoé. Par contre, bon, sur une borne de 22 kg encore en continu, elle chargera en 1h12. Par contre, elle va pouvoir monter en puissance et sur des bornes encore en continu, elle va charger en une demi-heure, on va dire, sur une borne en 50 kg. Et sur une borne en 100, puisque c'est sa limite pour la R5,
elle va charger en 21 minutes. Donc, par contre, vous voyez qu'entre une bande entre 100 et une bande de 50, on n'a que 8 minutes d'écart. Donc, voilà, on voit que bon, mais c'est très rapide comme charge maintenant. Là, je reprends. Alors, bien sûr, chaque voiture a ses ABAC et en fonction de comment c'est pour ça que c'est important de regarder la voiture. Là, par exemple, la Scénic, si on prend la Scénic, elle va charger en 7 en courant alternatif et en 150 en courant continu. Donc, pareil, si on regarde un petit peu, il lui faudra, même sur une borne de 22 kg en courant alternatif, puisqu'elle charge qu'à 7,4, il lui faudra 5h11 pour charger. Par contre, sur une borne en courant continu, elle mettra 1h48. Non, c'est pas moi, ça sonne. Et puis, sur des bornes plus puissantes, vous voyez, on a les ABAC. Par contre, vous voyez, elle charge en 150 en courant continu. En gros, si on est sur une borne de 100, on va gagner que 2 minutes. Hein, donc, c'est pas... voilà. Vous voyez, c'est la différence. On ne charge pas forcément beaucoup plus vite, même si on a une borne beaucoup plus puissante. Et là, par contre, vous voyez, de 20 à 80%, on va récupérer, donc en 21 minutes, 258 km. Donc ça, c'est une Scénic qui grande autonomie que j'avais pris. Voilà, donc ça, là, simplement, on explique sur cette courbe, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est que quand on charge sur des bornes très haute puissance, très vite, le rapport temps est défavorable. C'est-à-dire que sur une bande de 50, on va charger jusqu'à 80% presque en linéaire, mais sur une bande de 100, dès qu'on arrive à 30% de la batterie, on va avoir une courbe qui va descendre. Alors, ça dépend de la voiture. Mais on voit que c'est pas forcément d'avoir des... Enfin, la technologie évolue aussi sur les voitures, mais on n'est pas forcément sur une bande de très haute puissance, on n'a pas tant de gains que ça, toujours, quoi. Donc tout ça, c'est important de le savoir parce que c'est ce qui nous indique pourquoi on fait des choix de bornes à certains endroits et à d'autres endroits, on fait d'autres choix. Mais on va y revenir aussi. Là, j'ai différencié justement la même voiture, une qui charge en 7 en alternatif et en 130 en continu, et puis l'option 22 alternatif qui doit coûter 2000 € plus cher. Mais là, on voit que la grosse différence, bien sûr, elle va se situer au niveau de la charge en courant alternatif. C'est-à-dire qu'une fois, sur une 22, on va être à 1,39 pour celle qui charge la plus vite en 22, alors que celle qui charge en 7,4, même si vous êtes sur une 22 kg, elle chargera en 4,54. Par contre, dès qu'on est en courant continu, bien sûr, on aura les charges seront exactement similaires. Alors, qu'est-ce qui va différencier les deux voitures quand vous l'achetez? D'abord, le prix de l'option. Et puis, la deuxième chose, si vous chargez chez vous, vous avez intérêt à garder une 7. Ce n'est pas la peine de passer à une 22 et de payer plus cher parce que de toute façon, vous n'allez pas gagner, ça va rien vous gagner. Voilà, donc c'est des choix à faire quand on choisit la voiture aussi, quoi. Alors, j'ai mis aussi une Tesla parce que c'est un peu la référence. Bon, enfin, c'était la référence, on va dire. Les choses évoluent très vite. Donc, elle charge là, c'est une grande autonomie. Hein, on peut aller jusqu'à 568 km. Pour recharger donc toujours entre 20 et 80%. Elle va charger en 11 en alternatif, en 250 en courant continu. Donc, voilà, j'ai mis les ABAC. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, quand on est en 250, on va mettre 16 minutes pour la charger, donc pour récupérer 340 km d'autonomie. Mais on voit très bien qu'entre 100 et 250, on a un gain de... Bien sûr, on va gagner 4 minutes si on est sur une 150 par rapport à une 250, mais on n'a pas un gain si important quand on est dans les hautes puissances. Voilà, donc ça, c'était un peu pour parler des technologies voitures, pour qu'on comprenne comment on déploie les bornes après, c'est important. Donc, pour déployer justement toutes ces bornes, on a commencé par faire bien sûr un schéma, ce qui est un peu notre référence, qui nous indique où il faut mettre des bornes. Voilà. Donc, on a déjà fait un état des lieux. Ensuite, on a identifié les besoins, bien sûr. Alors, les besoins, ils sont identifiés et normalement, on doit analyser par rapport à l'évolution du marché des véhicules électriques. Donc, c'est des prévisions. Et puis aussi par rapport à ce que les autres que le SIDER vont déployer. Par contre, c'est là qu'est un peu la limite de l'exercice, c'est que
il y a des commerciaux, enfin, je pense par exemple aux grandes enseignes, qui vont déployer des bornes pour attirer des clients, mais ça, ils ne le disent pas trop parce que en fait, c'est du marketing pour eux. Donc, ils ne l'annoncent pas forcément. Il y a tous les enseignes des véhicules, quoi, les garagistes, qui vont aussi déployer des bornes, mais ça, c'est pareil, on pourra avoir des informations. Donc, en fait, quand on déploie, on essaye d'anticiper un peu ce que vont faire les autres, mais le schéma, il a ses limites aussi à cause de ça, parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe, chez les privés, quoi. Et donc, à partir de là, donc, on a élaboré un schéma qui nous donne des recommandations. Alors voilà, c'est le fameux schéma que vous devez trouver d'ailleurs sur le site du CIDER. Donc, à partir de ce schéma, donc, on a déterminé justement des lieux où il faudrait trouver des localisations de superchargeurs, et c'est ce qui correspond un peu à la carte de ce qu'on déploie actuellement. Donc, c'est justement des stations, comme une station d'essence, où on va trouver un panel de bornes avec différentes puissances de charge. Donc, les gens, en fonction de leur véhicule, iront sur des bornes ou sur d'autres. Mais en tout cas, c'est des bornes où quand on fait de l'itinérance, on s'arrête, on recharge en une demi-heure et on repart. Ce qui est intéressant aussi pour notre Rhône, pour le Rhône, c'est avec la ZFE qui se déploie donc sur la région lyonnaise. C'est important pour les entreprises de nos secteurs qui vont travailler en ZFE, qu'elles puissent aussi avoir des lieux de se recharger assez rapidement, puisqu'il va falloir qu'elles passent aussi peut-être à la mobilité électrique. Enfin, pour le moment, elles n'ont pas trop le choix si elles veulent continuer à travailler en ZFE et qu'elles ont un véhicule un peu ancien. Donc, il faut aussi pouvoir leur offrir des possibilités de se charger. Après, donc, on avait un deuxième niveau qui avait été défini dans ce schéma, c'était des espaces où ils pouvaient justifier des bornes alors un peu moins puissantes, des bornes intermédiaires, on va dire 50 kg, 24 kg, continu. C'était plutôt des lieux touristiques qui avaient été identifiés. Et puis après, vous aviez la déclinaison sur les communes de 1000 à 2000 habitants, qui sont un peu une priorité encore en dessous, et sur les autres communes, avec encore une priorité plus lointaine, quoi. Donc, quand on fait des choix, nous, d'installation de nouvelles bornes, d'abord, on se réfère à ce schéma, avec toute la limite que je vous ai dit, puisque les choses évoluent très vite. Et puis, bien sûr, en fonction aussi de si la compétence a été transférée. Dès que la compétence a été transférée, ça nous permet d'étudier. Et pour étudier l'implantation des bornes et choisir les puissances, on va rechercher plusieurs éléments. D'abord, regarder les bornes qui sont existantes dans l'environnement et on peut voir très précisément les consommations qu'il y a sur ces bornes. C'est vrai que si la commune d'à côté demande une borne et qu'il y en a une déjà et qu'elle ne sert à rien, enfin qu'on voit qu'elle ne sert pas beaucoup, on ne va pas forcément privilégier tout de suite ce lieu. Ensuite, si jamais on est proche d'un axe de circulation, ça va déterminer un petit peu aussi notre niveau de charge. Si on met une borne plus puissante, alors que par exemple, si c'est juste dans une commune où on sait qu'il n'y aura que du résidentiel, donc on peut mettre une borne moins puissante parce que les gens vont plutôt charger le soir en arrivant chez eux. Et puis, bien sûr, ce que je disais, en fonction des activités, donc si on a du tourisme, le type de tourisme dépend aussi. Si on sait que c'est une base de loisirs, ils vont rester peut-être 2-3 heures, donc on peut mettre des bornes moins puissantes. Si c'est juste faire une visite d'un musée et de repartir, voilà. Donc tout ça, ça nous donne un panel qui nous permet de choisir quel type de borne on va mettre et quel type de puissance. Alors là, je vous fais un petit regard sur la loi LOM, puisque vous savez que la loi LOM définit de nouvelles exigences en matière d'IRVE. Donc, pour rappel, quand même, le transport, c'est quand même 30% des émissions de CO2. Donc, c'est pour ça que l'Europe s'est attachée à définir des objectifs de partir sur du 100% électrique en 2035. Je ne sais pas si ça va être tenu. Il y a des nouvelles choses qui arrivent actuellement, de nouvelles énergies qui se déploient. Mais en tout cas, aller vers l'électrique, ça semble quand même pour la mobilité être la meilleure solution. Donc, surtout pour les petits véhicules. Donc, la loi LOM, justement, elle préconise actuellement de mettre une place, et normalement, les décrets ne sont pas sortis, mais ça devrait déjà être opérationnel. Une place devrait être équipée d'IRVE sur 20 places de parking.
Alors, bon, les décrets ne sont pas sortis, je pense en connaître la raison, parce que on se pose quand même la question. Vous voyez que les bornes, c'est quand même pas neutre de mettre une borne. Je vous ai parlé du coût des bornes, mais je ne vous ai pas parlé des coûts des raccordements, hein, puisque après, ça varie en fonction d'où est la borne, en fonction d'où est le transfo. Mais vous voyez que c'est un gros investissement quand même de mettre une borne à chaque fois, en plus du coût de la borne. Et puis, si on commence déjà à équiper toutes les places de parking, je ne sais pas quelle commune, ça va poser des questions quand même, parce qu'à partir du moment où il y a une borne IRVE sur une place, normalement, on doit plus se stationner dessus. Donc, ça veut dire que dans le centre-ville, on sanctuarise une place sur 20 pour les véhicules électriques. Et comme on n'a pas les véhicules en face, bon, il y a beaucoup de places qui vont rester libres. Et je pense que les habitants ne vont pas être trop contents d'avoir des places qui restent libres alors qu'ils vont chercher des places. Voilà. Donc, pour le moment, ça paraît un petit peu prématuré, mais ça n'empêche pas que cette loi, on sait qu'elle va arriver et que les besoins vont augmenter. On voit déjà que ça monte déjà assez rapidement. Donc, ça veut dire que dans les aménagements des nouveaux parkings, il faut déjà se poser la question comment on pourra raccorder, si le transfo qui va être mis en place quand on fait des nouveaux aménagements, il sera suffisant. Il faudra répondre aux besoins après, au fur et à mesure des demandes. Donc là, nous, on est en train de réfléchir un peu à ces sujets. On essaiera de proposer quelque chose assez rapidement. Quand il y a un nouveau parking, par exemple, si on sait que plus tard, il faut une bande toutes les 20 places, bon, on peut peut-être anticiper les choses en ayant déjà soit tiré un fourreau, soit et puis mettre une attente. Et on met la première bande, puis la deuxième, on la mettra quand on verra que décoller les besoins. Enfin, voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille actuellement. Alors, au niveau des bornes qu'on a actuellement, pour gérer ces bornes, on a deux marchés publics. Donc, un marché qui est avec le groupe Résonance, le groupe Furalp, avec Résonance du groupe Furalp, donc qui s'occupe de l'installation et de la maintenance. Et puis, un autre marché avec Covoltis qui s'occupe des amendements, de la supervision et du comptage. Voilà, donc c'est deux choses un peu différentes qu'on a dissociées, et même d'ailleurs on a un troisième marché, puisqu'on a un marché de bornes aussi, qu'on a dissocié par rapport à ce qu'on faisait un peu historiquement. Voilà, on apprend en avançant aussi. Donc, alors j'aurais peut-être dû prendre, mais j'ai essayé de pas trop oublier de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les bornes sont supervisées, c'est-à-dire qu'on sait instantanément s'il y a des bornes en panne, s'il y a des bornes qui ne chargent pas, enfin si le taux de disponibilité des bornes, les transactions qui sont en cours. Et ce tableau, on l'a en vision aussi au niveau du SIDER. Ça veut dire qu'avec ce tableau, on voit ce que fait l'opérateur qui est là, Covoltis. Et donc, on regarde un peu tous les matins et s'il y a des bornes qui ont été déclarées en panne, on regarde si la maintenance est bien partie avec les conditions d'intervention qui ont été définies dans le marché. Où il doit, par exemple, si c'est un câble qui est resté accroché, il doit partir presque tout de suite pour aller le décrocher, bien sûr, pour libérer la personne. Voilà, on a des conditions, mais nous, on supervise tout et on sait en direct tout ce qui se passe sur nos bornes. Donc, nos bornes actuellement, donc si vous allez, ce qu'on essaie de développer, en fait, c'est quand même un véritable service public de la mobilité. Hein, le SIDER a quand même mis des bornes sur vraiment tout le territoire pour bien le mailler. Donc, quand vous allez sur une borne, vous avez déjà l'information, bien sûr, sur le prix. Vous avez l'information sur comment avoir une carte du SIDER. Donc, simplement en scannant le QR code, vous partez sur l'application et donc ça vous emmène jusqu'à avoir la carte Covoltis et tout ce que la carte Covoltis, carte SIDER Covoltis, mais c'est une carte du SIDER, donc qui est gérée par Covoltis. Donc, pour payer donc sur nos bornes, comment on fait? Alors, je ne vais pas tout expliquer. J'ai mis toutes les diapos puisqu'on va envoyer le diaporama après. Donc, comme ça, vous aurez toute l'information. Mais simplement, bien sûr, quand on scanne, soit on part sur le côté iPhone, soit côté Play Store. Et puis, on a toutes les informations pour renseigner les coordonnées bancaires, payer en direct. Enfin, voilà, tout le mode opératoire, je ne veux pas le détailler ici. Mais il faut savoir que soit on peut payer avec la carte du SIDER,
mais bien sûr avec tout type de carte autre. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont des abonnements déjà avec des cartes d'abonnement pour aller de borne en borne quand ils traversent la France, et avec ces bornes, nous, ils peuvent passer sur notre réseau et aussi se charger. Par contre, ce n'est pas les mêmes prix. Donc voilà, là, dans les 3 slides, j'explique un peu toute la démarche, mais on ne va peut-être pas la détailler ici, ce n'est pas le lieu, c'est juste pour que vous l'ayez quand vous aurez le diaporama. Alors, quand on a l'application, donc on peut bien sûr choisir son moyen de paiement, sélectionner le point de charge où on veut aller, et puis on a toutes les opérations de facturation. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve un peu sur l'application. Voilà. Donc là, voilà, j'avais détaillé un peu tout ça, mais là, je pense que c'est pas utile d'en parler. C'est juste, voilà, on a tout comment faire pour payer, soit avec la carte Covoltis, soit avec d'autres cartes. Alors, par contre, l'application qu'on a, nous, notre application Sider Covoltis, donc quand vous l'ouvrez, vous avez donc, d'ailleurs comme sur les autres applications, mais nous, donc ça va nous dire toutes les banques qu'on a disponibles actuellement donc sur le réseau. Après, on zoome où on veut aller jusqu'à avoir le lieu où on veut vraiment aller se charger. Et là, on a toutes les informations en temps réel, c'est-à-dire est-ce que les bornes sont libres, est-ce qu'on peut y aller, le prix de la recharge. Voilà. Et après, une fois que sur l'application, on a bien sûr aussi un service client qu'on peut joindre. On a toutes les charges qu'on a fait en fonction des dates. Donc, on peut retrouver toute cette information, tout l'historique de comment on a chargé, la quantité sur quelle borne on a chargé, le nombre de kilowatts qu'on a chargé, et bien sûr, toute l'application de ce qui a été facturé. Voilà, donc ça, c'est sur l'application qu'on a déployée avec Covoltis au niveau du cyber. Voilà, ce que j'expliquais juste avant. Par contre, on est interopérateur, c'est-à-dire qu'on a une convention qui nous relie. Alors, j'en ai mis 3 en exemple, hein, ChargeMap, EasyVia, FreshMill. Donc, les gens peuvent acheter une carte qui leur permet de traverser toute la France. Et donc, avec cette carte, ils peuvent aller de borne en borne. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que dès qu'on a une carte d'un autre opérateur, on a les conditions tarifaires qui sont liées à cet opérateur. Donc, bien sûr, nous, on est rémunérés, nous Sider, on a notre rémunération sur la charge, mais l'opérateur prend des commissions. Et ça peut être assez variable et même assez important. Donc, ça veut dire qu'en règle générale, si on prend la carte du Sider, en gros, en 2 charges, on l'a amorti et après, on fait des gains assez importants. Donc, c'est bien de prendre la carte si on veut charger sur les cartes du Sider, sur les bornes du Sider. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour être sur les bornes du Sider, il faut être habitant du Rhône. Hein. Donc, c'est ce qui a été défini, habitant du Sider. On considère que, comme c'est un service public aussi, que les gens qui sont au niveau du Sider, c'est normal qu'ils aient un tarif préférentiel par rapport à des gens qui sont juste en itinérance. Voilà, donc sur les prix, vous voyez, la carte Sider, on est vraiment... on n'est pas très cher, à 0,25 du kilowatt en alternatif, et puis, non, puisque, oui, enfin voilà, on est à 0,25 on va dire sur les bornes jusqu'à 50 AC et DC, et par contre, dès qu'on passe au-dessus de 50, on est plus cher. On passe à 40. Pourquoi? Simplement parce que déjà le coût de la borne est beaucoup plus important, le coût du compteur est beaucoup plus important, donc c'est juste pour amortir ces frais. Par contre, si vous êtes chez un autre opérateur, vous voyez, on prend tout de suite 10 centimes. Et puis, depuis un an, là, on a rajouté aussi 4 € de l'heure si on reste une demi-heure après la fin du temps de charge. Le but, c'est que quelqu'un mettra sa voiture, parte une journée et puis revienne après, parce qu'en fait, bien sûr, la borne, personne d'autre pourra l'utiliser. Donc là, il a des frais qui sont assez important si jamais il oublie d'aller enlever sa voiture. Alors, ce qu'on s'aperçoit donc ces derniers temps, donc en gros, l'année dernière, on était à 310 abonnés et on a pris 380 abonnés cette année. On est à 690 au 3 mars. Vous voyez,
on voit quand même que la demande commence à vraiment évoluer, à être de plus en plus importante. Pardon, je n'ai pas cliqué au bon endroit. On a une augmentation qui est essentiellement due au roaming. On va parler anglais. Alors, ben, j'étais trop vite. Je ne peux pas revenir en arrière, c'est pas grave. Ici, voilà. Donc, en fait, simplement, le roaming, c'est toutes les cartes qui sont hors carte CIDR. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, le réseau du CIDR est de plus en plus utilisé aussi par des gens qui sont en itinérance, quoi. Voilà, ou des gens qui n'ont encore pas connaissance que de la carte CIDR. Donc, ça, c'est important parce que du coup, on va certainement faire une campagne d'information sur la carte CIDR, notamment avec les chambres consulaires, avec les chambres consulaires, par rapport aux mairies aussi. On rappellera les conditions. Dès que les gens ont des voitures électriques, c'est bien qu'ils soient informés qu'avec la carte CIDR, ils ont quand même beaucoup d'avantages. Donc la croissance des bornes, bon, on est maintenant à 105, voire un petit peu plus, je pense qu'on a augmenté encore. On s'aperçoit, et avec la supervision, on peut voir tout ce qui se passe sur nos bornes. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, on a 50% du trafic qui est concentré sur 18 stations, bon, 80% en 37 stations, mais surtout, on s'aperçoit qu'il y a des stations qui ont presque aucune charge ou très peu. Donc, vous voyez, tous ces éléments, c'est bien de les savoir parce que ça nous aide à déployer notre réseau de manière à ce qu'il réponde au mieux aux besoins. Voilà. Alors, sur l'avenir de la mobilité électrique, je voulais tordre le cou un peu à des choses que j'entends assez souvent, combattre les a priori. On nous dit souvent que la mobilité électrique, c'est bien, mais que ça coûte très cher en métaux précieux et que du coup, eh ben, c'est pas du tout écologique. Alors d'abord, une voiture électrique, normalement, au bout de 30 000 km, elle est amortie en termes de coût écologique par rapport à une voiture thermique. Mais surtout, on s'aperçoit que depuis que l'industrie automobile s'est mise par force, hein, mais sur les voitures électriques, ils développent la technologie évolue très 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 vite et notamment au niveau des batteries qui nous chargent 2 fois plus vite entre la Zoé et la R5, mais aussi en termes de recyclage. Et on a, par exemple, là, j'ai extrait donc d'un journal où ils nous disent que maintenant, ils peuvent récupérer 97% du lithium et 99% du graphite. C'est-à-dire que les batteries, elles ont une deuxième vie en recyclage, mais elles ont entre les deux une vie intermédiaire, c'est-à-dire que dès qu'elles perdront en capacité, elles seront certainement retirées, mises dans des immeubles où on stockera par exemple de l'énergie solaire, et donc jusqu'à un moment où elles seront à plus de 60% de leur capacité. Et là, les espérances de vie d'une batterie, maintenant, c'est 8 à 10 ans, où elles perdent presque rien du tout en capacité. Donc ça aussi, ça évolue très vite. Et donc après, dans un deuxième temps, quand elles auront vraiment perdu la capacité, elles seront complètement recyclées. Ah, j'ai fait une bêtise. Alors comment je fais là, je sais pas. Ouais. Excusez-moi, j'ai cliqué en dehors de la diapo et ça nous a fait un petit quelque chose. On est obligé de relancer. J'en profiter pour regarder si je n'ai rien oublié. Hop. Je vais parler, j'espère que je vais parler. Ça va peut-être continuer quand même, mais bon. Avancer. J'espère qu'on ne va pas vous perdre en route. Voilà, donc l'avenir de la mobilité électrique. Alors là, il faut que je vous ma souris pour ne pas cliquer ailleurs. C'est bien. Donc, d'abord, il y a ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, d'abord, on va certainement beaucoup plus recharger à domicile parce que ça coûte un petit peu moins cher quand même que d'aller sur une borne publique. Hein, mais
voilà, il y a maintenant des bornes qui existent, qui vont se développer un peu de partout, puisqu'on est obligé d'aller vers de la mobilité électrique d'ici 2035. Et puis, l'avenir, ce sera aussi de voir comment on peut travailler sur des bornes sur l'éclairage public. Et donc, vous avez vu qu'on a commencé, nous, à appréhender ce sujet avec des bornes qu'on va avoir en test prochainement, pour voir si elles s'intègrent bien à notre réseau. L'avenir de la mobilité électrique, voilà, il y a toujours des obstacles techniques. Voilà, c'est les tests qu'on fait. Sur le comptage, il faut bien que tout ça soit bien répercuté naturellement. Il y a des obstacles juridiques, bon, c'est plus par rapport à la loi de Nehum. Voilà. Et alors, voilà, la mobilité électrique va aussi évoluer avec le smart charging. Alors, c'est quoi le smart charging? C'est que les voitures maintenant, et notamment la R5 le fait, hein, c'est une des premières, je pense, sur le marché actuellement. Vous chargez votre voiture, mais si vous avez besoin le lendemain je sais pas, vous chargez avec des panneaux solaires la journée et vous avez besoin la nuit de récupérer de l'énergie, la batterie de la voiture sera utilisée pour, vous pourrez reprendre de l'énergie dedans. On sait aussi que, notamment avec Linky, ça va être possible, mais on chargera une voiture, par exemple, et on se dira, demain, finalement, j'ai besoin que de faire 100 km, donc je sais que je vais utiliser 20% de ma capacité de batterie. Donc, les 80% qui restent, on pourra les revendre à EDF ou à notre opérateur, on pourra les revendre. Donc, en fait, la batterie servira d'équilibrer le réseau. Et naturellement, quand on revendra plus cher que ce qu'on a, quand on a chargé, ce que ça nous a coûté. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver, et qui permettront la voiture électrique la voiture entre parenthèses, mais c'est la batterie. Hein, elle aura pas qu'une fonction la voiture n'aura pas qu'une fonction de charger, de rouler. Elle pourra aussi servir à d'autres usages, notamment avec leur batterie. Alors, oui, alors d'autres pistes, ça on voit, ça se déploie des ombrières, mais on voit aussi que maintenant il se déploie aussi des ombrières spécifiques. Voilà, c'était l'exemple. Alors, est-ce que c'est actuellement des ombrières simplement pour charger des voitures? Est-ce que c'est pertinent actuellement? C'est des choses qu'on est en train de regarder, notamment avec des solutions de stockage, avec une batterie intermédiaire qui stocke toute la journée l'énergie et qui leur restitue quand les voitures viennent se charger. Voilà, il y a plein de choses qui évoluent actuellement, il faut se tenir informé et je pense que d'ici il faut qu'on reste à la pointe là-dessus. Alors, bien sûr, l'avenir des mobilités, c'est pas que la voiture électrique. Hein, il y a d'autres solutions qui existent. Hein, on sait déjà qu'avec le gaz, bon, ça marche aussi. Donc, voilà. Il y a aussi tout ce qui est hydrogène. Bon, on sait qu'actuellement, par contre, l'hydrogène, c'est pas tellement favorable à l'hydrogène puisque c'est plutôt avec de l'énergie fossile qu'on crée l'hydrogène. Mais vous savez très bien que tout le monde est en train de travailler là-dessus puisque c'est très prometteur. Et donc, on pense qu'à l'avenir, si on arrive à travailler avec l'hydrogène, ça sera plutôt pour des réservoirs c'est plus encombrant, donc ça sera plutôt pour des camions, des bus, voire des trains, voire des avions, mais peut-être pas pour des véhicules électriques, monsieur tout le monde. Ça serait peut-être trop coûteux. Mais enfin, bon, la recherche avance beaucoup sur ces sujets. Donc, l'avenir de la mobilité, ce sera l'électricité, ça sera l'utilisation du gaz. Bon, l'hydrogène, on vient de le voir, mais ça sera aussi les essences de synthèse. Bon, je pense qu'on redécouvre un peu la poudre, puisque il me semble que pendant la guerre, Hitler, à la fin de la guerre, il avait utilisé des essences de synthèse. Donc, il y a aussi des recherches qui se font là-dessus, et notamment les constructeurs allemands qui contestent un peu le tout électrique travaillent aussi pas mal là-dessus. Voilà, donc, ce qu'on peut dire, c'est que demain, les mobilités seront multiples avec de multiples énergies. Mais en tout cas, l'électrique sera certainement l'un des plus importants. Et grâce au réseau du CIDR, bon, personne ne sera laissé pour compte.
donc dans tout le territoire du Rhône. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va peut-être répondre aux questions. Merci. Alors, je suis accompagné de Monsieur Monitor, vous connaissez bien, il a fait ma fille, donc ils vont m'aider à répondre à vos questions. Alors, je vous propose qu'on prenne déjà les questions qu'il y a eu dans le chat. Bien sûr. Tac. Alors, je remonte sur les premières diapos où vous présentiez les différentes bornes avec les prix. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui demandait si le prix c'était uniquement pour les bornes. Oui, c'est que le prix des bornes, c'est pas le prix de raccordement, parce que le prix de raccordement, par définition, ça change en fonction du lieu d'implantation. Si on est loin du transfo, s'il faut ouvrir tout un parking, si on passe dans la terre, enfin bon, ça, bien sûr. La deuxième question, c'est aura-t-on un accès à un outil permettant de savoir la consommation de notre borne? Oui, alors ça, on doit pouvoir l'avoir, on l'avait demandé dans le marché. Ça viendra. Voilà, ça va venir. Oui, ça viendra dans les mois à venir. Après, maintenant, si jamais quelqu'un le veut, sa consommation de borne, on peut le demander. Oui, on est en capacité de lui donner. Mais normalement, on avait demandé à ce que les communes suivent un peu que l'outil qu'on a vu soit décliné au sein de la commune, voilà, qu'on arrive à la collectivité. Que pouvez-vous nous dire sur le marché des bornes? Sur le marché des bornes, la première chose, c'est que déjà, on voit que les bornes elles sont bien moins chères qu'avant. Hein, ça a quand même beaucoup baissé, parce que ça se développe et que les technologies évoluent. Bon, après, c'est vrai que par rapport à en 2018 ou 2019, quand on a commencé le syndicat à installer des bornes, c'est vrai qu'on n'avait pas une pléthore entre guillemets de fournisseurs. Ouais. C'est vrai que du fait effectivement du développement des voitures électriques, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus entre guillemets de fournisseurs, même de petits fournisseurs qui mettent au point des bornes et qui arrivent sur le marché pour vendre leurs bornes. L'avantage entre guillemets justement du marché public que l'on a, qui est entre guillemets renouvelé, qui peut être renouvelé rapidement, mais au moins tous les 4 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, les bornes qu'on a actuellement sur le marché, qu'on vient de faire il n'y a pas très longtemps, dans 4 ans, on partira peut-être sur d'autres bornes qui permettra, entre guillemets, de se mettre en phase par rapport à l'évolution du matériel. Voilà. Par contre, voilà, il y a des bornes qu'on va peut-être tester, voilà, mais il faut qu'elles soient compatibles avec notre supervision. C'est-à-dire qu'il faut bien que, parce qu'il y a une réglementation qui est quand même c'est très contrôlé. Il faut que si on passe une carte bancaire, il ne faut pas que l'argent il parte n'importe où. Donc tout ça, c'est très contrôlé. Donc il faut que à chaque fois qu'on a une borne, qu'on la teste sur notre réseau pour voir si tout marche bien, si la consommation électrique qu'on a au niveau de notre compteur Linky correspond à ce qui a été facturé de l'autre côté, quoi. Donc on est avec bien sûr il y a le coût de fonctionnement de la borne aussi, il y a un petit pourcentage pour la borne, mais voilà, tout ça, on essaie de bien le tester pour qu'on soit bien en phase et qu'on ne mette pas une borne sur le marché qui ne soit pas compatible. C'est un peu le problème qu'on a eu d'ailleurs quand on a commencé à travailler avec l'Accor, parce qu'eux, ils avaient développé quelques bornes parce qu'ils avaient la compétence en amont, et les bornes qu'ils ont mis, elles n'étaient plus opérationnelles pour rentrer sur le réseau, quoi. Donc on est en train de redéployer autrement. Ok. La prochaine question, c'est quel est le calendrier de déploiement des superchargeurs? On espère que les 9 stations superchargeurs qui ont fait appel à l'appel à projet que le CIDER a répondu et a été entre guillemets lauréat, normalement, ça sera d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, on devrait avoir mis en exploitation les 9 stations superchargeurs. Et donc, on a celle d'Amberieu qui a été mise en... Amberieu qui va prochainement être vraiment opérationnel à 100%. On va attaquer Mornan là, très, très prochainement et après, on va suivre rapidement Amplepuis, Colombier-Saunieux, Tarare, Ligny-Corcelles qui seront sûrement les dernières qu'on mettra en place. Voilà. Et puis, il y a... Cérézin, on travaille sur l'achat, sur le foncier. Sur le foncier, ouais. Le problème, c'était le foncier. Et puis aussi, 5 fois l'Argentière. 5 fois l'Argentière, qui parlait aussi. Voilà, parce qu'il faut bien sûr qu'on ait le foncier, mais une fois qu'on a le foncier, il faut qu'on regarde si le potentiel électriquement, si ça marche. Et puis après, il faut aussi regarder comment on réintègre les axes. C'est-à-dire qu'on ait les autorisations pour sortir d'une départementale, rentrer sur la départementale, voilà. Donc il y a tout un travail quand même qui est fait en amont, mais normalement tout est dans les tuyaux. Voilà.
La question d'après, c'est est-il prévu des abonnements spécifiques pour les collectivités qui s'équiperaient en véhicules électriques? Pour l'instant, je veux dire, vu le tarif entre guillemets très bas qu'on a sur les bandes de recharge de véhicules électriques, l'avantage des collectivités, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire que quand elles ont un véhicule électrique ou plusieurs et qui ont besoin d'une carte entre guillemets Covoltis-Sider, elles en font la demande auprès de nous. Nous, on leur fournit des cartes, donc elles seront déjà une économie entre guillemets des 7,20 € par rapport au commercial, par rapport à une personne publique qui voudrait avoir une carte. Et après, autrement, au niveau des prix, c'est le même tarif. Hein, c'est le même tarif, c'est les 0,24 centimes d'euros par kilowattheure, avec une facture mensuelle, des consommations effectives qu'ils ont réalisées dans le mois. Il n'y a pas de tarif. Non, on n'a pas mis en place de tarif préférentiel parce qu'on est, oui, comme tu me disais, sur des tarifs qui sont, avec la hausse du coût de l'énergie, on était, bon là on va peut-être retrouver un peu de marge, mais comme on déploie beaucoup le réseau actuellement, c'est vrai qu'il faut qu'on ait un petit peu quand même de marge pour investir, quoi. Prochaine question. Aujourd'hui, si une commune envisage l'installation d'une borne, comment doit-elle s'y prendre de manière opérationnelle? A-t-on une frise de suivi de projet? Alors déjà, il faut regarder si elle a transféré la compétence. Okay. Si elle a transféré la compétence, ben voilà, après on a une commission, on analyse le site, on analyse le besoin par rapport aux communes autour, si ça consomme sur les bandes qui sont autour, si ça consomme vraiment, ben, on regarde l'opportunité. Après, on regarde aussi si c'est près d'un grand axe, parce qu'on ne va pas faire la même chose si c'est une banque qui va être complètement isolée et qu'il n'y a que les gens du secteur qui vont dessus, ou s'il y a du passage. Après, on regarde aussi s'il y a des commerces. Voilà. Enfin, on fait une analyse globale un peu avec ce que j'ai essayé d'expliquer pour voir quel type de bande on va mettre en place et si on en met en place une. Mais après, comme on aura des bornes sur moi, tout ça et tout, a priori, on en mettra une, même dans une commune de 1000 habitants. Alors, pas tout de suite, mais on va déployer des bornes un peu partout. Et ça dure combien de temps à peu près? Du début de... Disons que, comme l'expliquait le vice-président, c'est qu'effectivement, déjà, la délégation de compétences, le transfert de compétences se fait par vote, entre guillemets, déjà des communes qui ont délégué la compétence à chaque comité SIDER. Donc, il faut effectivement que les communes qui envisagent ou qui pensent, qui veulent une borne de recharge de véhicules fassent déjà la démarche de transfert de la compétence. Donc, ils envoient une demande de transfert de compétences au SIDER et en même temps de faire une demande à l'attention du président du SIDER pour l'installation d'une borne sur leur commune. Après, le délai, comme disait, il y a tous ces facteurs-là qui vont être étudiés et effectivement, on ne fait pas une commission des vice-présidents tous les 2 jours. Hein. Donc, on essaie d'avoir déjà quelque chose, d'avoir un certain nombre de demandes groupées de manière à pouvoir faire le dossier et commander les bornes. Il y a les délais de commande de bornes. Il y a aussi, surtout c'est les études Enedis pour le raccordement des bornes, parce qu'effectivement, quand on demande un tarif jaune dans les alentours de 100 8 kVA, effectivement, ça ne se fait pas non plus en l'espace comme ça. Je pense que entre le moment où une commune envisage une borne et le moment où la borne, on commencera les travaux, je pense que c'est bien entre 6 à 8 mois quand même de timing. Hein, après, il faut qu'on étudie précisément l'emplacement où ils le veulent. Si le transfo à côté, il suffit. Enfin bon, il y a plein de facteurs. Donc, pour anticiper, la seule chose qu'on peut dire aux communes, anticiper bien aux demandes. Voilà. Parce que souvent, le problème qu'il y a, c'est qu'on a eu des demandes, entre guillemets, où la commune n'y avait pas pensé, ou du fait justement un petit peu de la remise sur le cas de la loi LOM, c'est-à-dire qu'effectivement, ils disent bon, on va faire le parking, on attaque mi-février, on voudrait une borne. Donc on comprend bien que la demande arrivant même fin janvier, mi-janvier, que c'est pas possible qu'on ait commandé le matériel, fait l'étude d'Enedis, faire les travaux de raccordement, les massifs, ainsi de suite, poser la borne en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Donc le délai, c'est entre guillemets comme tous les travaux électriques, autres que les bornes, les extensions, les renforcements qu'il peut y avoir dans le cadre de l'électrification rurale, où il faut quand même un délai entre 6 à 8 mois pour pouvoir installer correctement une borne. Vous avez cité IES comme borne. Est-ce que vous avez d'autres bornes? Oui, on a mis... Normalement, les bornes, effectivement, celles qu'on a dans entre guillemets, dans notre marché actuellement, c'est des bornes, comme on disait, les bornes Nedal. Nedal, c'est un fabricant hollandais.
c'est lui qui fait, entre guillemets, les bornes sur mât et les bornes sur potelet. Ensuite, tout ce qui était, entre guillemets, les bornes qu'on a vues sur mural ou les bornes. Donc, vous pouvez peut-être remonter en arrière. Donc après, on a l'autre fournisseur, ben c'est voilà, comme là, on vient de voir la petite là, celle qu'on vient de voir, ou même revenir sur avant. Voilà. Hop, encore, pratiquement à la fin, pratiquement au début, Mathilde. Ouais. Et ça, voilà. Même le slide d'avant, voilà. Donc là, comme je disais, donc les deux que vous avez à gauche, là, sur mât et sur potelet, donc ça, c'est notre fournisseur Nedal, hein, c'est le fournisseur. On va tester là, parce que c'est intéressant de les avoir, celle-là. Ça, c'est le fournisseur Nedal, le fournisseur hollandais. Ensuite, donc, juste à côté, les bornes qu'on appelle coboxté, c'est-à-dire c'est des bornes, entre guillemets, qui sont sur pied, hein. Donc, c'est Covoltis, c'est un fournisseur qui est de la région parisienne. Il les fait donc aussi bien en totem qu'on voit qu'en mural, qu'on met sur, soit on peut mettre sur un petit potelet, soit on les accroche sur un mur. Voilà. Ensuite, le slide d'après, c'est les autres bornes, c'est des bornes TBT, c'est des bornes ACDC 30 kg. Voilà. Là, c'est la fameuse borne IES, hein, donc c'est des bornes qui sont en 50 kW. Et en dernier, c'est des bornes aussi TBT, hein, parce qu'on a TBT en borne inférieure à 30 kg et on a les bornes TBT supérieures à 100 kg, c'est-à-dire les 120 et 180 kg. Là aussi, c'est le fournisseur, c'est TBT. Et donc, c'est voilà les fournisseurs qu'on a actuellement dans le marché de fourniture, qu'on a passé en direct avec ces fournisseurs-là. Voilà, donc quand on a fait les marchés publics, justement, on a différencié les capacités de bornes et on a mis tout le monde en concurrence. Et donc, c'est pour ça que certaines bornes sont rentrées, certaines marques sont rentrées sur un certain type de borne, d'autres sur d'autres bornes, mais ça, c'est le marché public. Hein. Voilà. Le SIDER a-t-il des préconisations pour l'achat de véhicules électriques, notamment sur le type de charge? Après, ça dépend de l'usage du véhicule. Je veux dire, si c'est un véhicule qui va se charger toutes les nuits, ils vont le mettre en charge, par exemple, dans leur. Ils peuvent prendre quelque chose qui ne charge pas forcément rapidement, parce que en une nuit, c'est sûr que vous allez recharger. Alors, c'est mieux de mettre une petite borne quand même, parce que on peut charger un peu plus rapidement que sur une prise classique, quoi. Donc, mettre une petite borne branchée directement sur le compteur. Mais si c'est juste pour un usage, je veux dire, la journée par le service technique, là, ça suffit largement. On n'a pas besoin de partir sur des charges très rapides. Mais maintenant, de toute façon, la plupart des véhicules auront les doubles charges, les doubles systèmes. Voilà. Ça veut dire que la nuit, on peut charger. Voilà. Et puis, si jamais on a un coup de bourre, on dit, bah, tiens, il faut qu'on reprenne la voiture pour partir. On va sur une borne, on la charge en rapide, en 1 heure au maximum, même si elle ne charge pas très rapidement. En 1 heure, c'est rechargé. Donc, voilà. Et là, du coup, on va sur une borne un peu plus rapide. Et puis dans les communes, je veux dire, on a deux types de véhicules. On a vraiment le véhicule technique qui va être le partenaire électrique, donc qui va servir entre guillemets aux employés communaux pour faire entre guillemets tous les travaux qu'ils doivent faire dans une collectivité. Hein. Emmener le rotophile, emmener ci, emmener ça. Donc là, ça sera plutôt sur des genres de petits partenaires, voire des petits trafics. Et puis après, autrement, comme par exemple la communauté d'agglomération de Villefranche, où ils ont des petites Zoé, ils ont des Zoé aussi pour entre guillemets, le transport du personnel. Donc, on peut avoir deux types de véhicules, mais on restera toujours sur les bornes de, entre guillemets, moyenne puissance, étant donné que on n'a pas besoin peut-être de recharger, comme disait monsieur le maire, on n'a pas besoin de recharger un véhicule partenaire, étant donné que le matin, avec sa charge complète, la personne va pouvoir s'en servir toute la journée. Il n'a pas besoin d'avoir une borne à 100 kg pour recharger en 20 minutes le partenaire qui va rester toute la nuit au service technique. Là, il peut rester sur une borne beaucoup moins puissante et qui sera moins chère, et surtout les abonnements seront moins chers aussi. Est-ce que vous pouvez redonner le nom de l'application qui permet d'avoir accès à toutes les bornes? Cette application Covoltis. Covoltis. Alors, mais toutes les applications, en fait, tous ceux qui ont des. Que ce soit, nous, c'est notre application, hein, mais toutes les applications permettent d'avoir accès à toutes les bornes, puisqu'on est sur la convention JIREL. Voilà. La convention JIREL fait qu'en fait, on est référencé au niveau national et que normalement, avec n'importe quel opérateur, on arrive à avoir nos bornes. La seule chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on est chez d'autres opérateurs et qu'on vient sur nos bornes, on paye beaucoup plus cher parce qu'ils ont leur commission. À la limite, de ce que j'ai regardé, moi, il vaut même mieux
payer directement avec une carte bancaire que payer avec son application, une autre application que l'application CIDR. Pour nous, CIDR, ça ne change rien en termes de rentrée d'argent, mais pour la personne, ça va être beaucoup plus cher. Donc, voilà. Donc nous, on a offert le même tarif pour un autre opérateur ou la carte bancaire, mais je pense que les gens ont intérêt à prendre la carte bancaire. Okay. Voilà. Mais ces applications-là, en fait, chaque opérateur a son application, mais en général, ça permet de zoomer et puis d'arriver jusqu'à la disponibilité des bornes et avec un prix, ce qu'on voit là en haut pour nous, les prix au niveau du coût de la borne. Voilà. Et chaque opérateur le fait, ça. Voilà. Alors historiquement, on dit entre guillemets, sans vouloir leur faire de publicité, mais c'est vrai que l'opérateur, le MSP, qui est entre guillemets, qui a entre guillemets le plus d'abonnés et qui est national voire international, c'est une application ChargeMap. Oui. Donc c'est vrai que de toute façon sur un téléphone portable maintenant on peut mettre autant d'applications qu'on veut. Moi je vais dire entre guillemets sur mon téléphone j'ai au moins 4 applications. J'ai ChargeMap, Freshly, Covoltis, Easivia. Donc effectivement c'est chacun prendra l'application pour qui entre guillemets c'est le plus visuel. Il y a des gens qui préféreront peut-être l'application ChargeMap, il y en a d'autres qui préféreront peut-être l'application Covoltis. Et c'est vrai, mais c'est vrai que nous on fait de la publicité, entre guillemets, pour notre opérateur de supervision qui est Covoltis. Donc, en premier, on télécharge Covoltis et après on télécharge l'application qu'on veut. De toute façon, voilà. Après, il y a même par exemple, des grandes surfaces qui ont, avec leur site, une application qui est en direct, hein, et on paye directement on charge et en fait, on paye directement, on a rentré sa carte dedans et ça paye directement. La dernière question qu'on a pour le moment, c'est la loi LOM prévoit un ratio de places IRVE par rapport à un nombre de places de parking. Quid du financement de ces bornes? Qu'est-il envisagé dans ce cadre si les communes sont contraintes par la loi? Alors, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le décret d'application n'est pas sorti. Et je pense que c'est bon escient parce que je pense que personne n'est en capacité de supporter l'investissement à partir du moment où il n'y aura pas de charge derrière, puisqu'il n'y a pas encore assez de voitures. Donc, les objectifs de l'OM sont très louables si en 2035 on est en tout électrique, mais je pense qu'il va falloir qu'on développe les bornes au fur et à mesure des besoins, parce qu'autrement, s'il n'y a pas d'entrée d'argent et qu'on investit, personne ne va pouvoir le supporter, notamment CIDR ne pourra pas le supporter. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse quand même à comment anticiper ces besoins futurs, notamment si on fait un nouveau aménagement de parking. Parce que là, ça veut dire qu'il faut qu'on prévoit peut-être les fourreaux, qu'on ait calibré un petit peu notre transfo en fonction de ça. Enfin bon, il y a peut-être des choses à réfléchir en amont, surtout si on est sur un nouveau projet. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que quand on met une place de véhicule électrique, elle est plus large. Ça correspond un peu comme une place pour personnes handicapées, hein, elles sont bien plus larges qu'une place normale. Donc, dans un aménagement de parking, il faut aussi y penser, quoi. Mais actuellement, je pense que si les décrets ne sont pas sortis, c'est que je pense que ça va faire du remue-ménage si ça sort et que c'est une obligation pour les communes parce que personne n'est en capacité de supporter cet investissement. Avec la carte CIDR, la consommation pour l'usager est-elle au même coût avec une borne 22 kW qu'avec une borne 50? Alors, de 22,50, oui, parce qu'on a choisi cette grille de tarifs. C'est-à-dire que, voilà, c'est marqué dans le bleu, là, borne AC jusqu'à 50 AC/DC. Donc, la borne 22 de base, on est à 0,25. Par contre, dès qu'on est supérieur, on est à 0,40. On aurait pu mettre presque la fourchette avant 50, parce que c'est vrai que là, c'est un compteur jaune et ça génère un tarif un peu au-dessus, quoi. Mais bon, c'est un choix qui a été fait pour encourager aussi il y a des endroits où il vaut mieux que les gens ils partent vite et qu'ils puissent se charger, quoi. Voilà, donc la question c'était donc. Si le coût était le même. Non, c'est pas le même. Voilà, c'est pas le même. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ces tarifs-là, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à sortir de l'autoroute pour venir se charger sur nos bornes, surtout quand on aura nos superchargeurs qui sont au bord de l'autoroute. Parce qu'il faut savoir que sur une borne au-dessus de 50, c'est plutôt 60-70 centimes. Hein, facile, hein, le coût de charge. Donc, ça vaut le coup des fois de se dire, bah, tiens, et ça, on l'apprend quand on a un véhicule électrique. Des fois, on se dit, on va faire une petite étape, et du coup, ça permet soit de visiter quelque chose, soit de faire une petite pause. Au bout de 3 heures de conduite, voilà, on dit, bah, tiens, là, je suis chez une station, je vais sortir, je charge et je reprends l'autoroute après. Et voilà, on a fait une petite pause et en même temps, on a gagné pas mal sur son plein, quoi. Juste pour éclaircir, du coup, la question c'était
le même coût avec une borne 22 qu'avec une borne 50. Oui. Et du coup, c'est le même, non? Parce que Entre 22 et 50, c'est pareil. Supérieur à 50, On est sur de tarification. Et donc, c'est très avantageux parce que 50 à ce prix-là, je crois qu'on n'en trouve pas tant que ça. Ok. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser encore. On a perdu du monde. Un petit peu. C'est une heure aussi particulière, il faut, voilà. Oui, il faut aller manger aussi. Oui. Une réunion derrière. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Merci à vous. On vous enverra la présentation et le replay de la réunion là dans l'après-midi. Donc, juste en conclusion, si vous avez, entre guillemets, des programmes d'aménagement de parking, ainsi de suite, prévoyez bien à l'avance de mettre bien en amont le syndicat pour justement qu'on puisse réfléchir à savoir si on installe une borne, si on prévoit le génie civil, les fourreaux, ainsi de suite et tout en attente, parce qu'autrement, ce sera très difficile de faire ça au dernier moment. Si la compétence est transmise déjà dans un premier temps. Mais en règle générale, si vous aménagez un parking, même si la compétence n'a pas été transmise, vu les objectifs de la loi LOM, je pense qu'il faut quand même y réfléchir. Voilà. Bon, écoutez, bon appétit à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.